J'ai l'impression d'être jaune. J'arrive pas à faire ma luminosité comme j'en ai envie. Salut les ratoupotes, j'espère que vous et votre troupe, vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout heureuse de vous retrouver pour la partie 2 sur les parasites. Comme promis, je fais donc suite à la première vidéo sur les parasites dans laquelle je parlais des poux, des puces et vite fait des tiques. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux autres types de parasites externes et pas des moindres. Comme l'autre vidéo, je tiens vraiment à préciser que je n'apprécie absolument pas du tout ces sujets. J'étais franchement en PLS rien que d'écrire là cette petite intro et surtout à imaginer les prochaines recherches que j'allais devoir faire. C'est bien parce que je vous aime que je fais ça. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à la teigne et à la gale. Au secours! Mais juste avant, on va se refaire un petit topo sur ce qu'est un parasite. Donc, comme dans la première vidéo, une petite définition s'impose. D'après le Larousse, le parasite est un organisme animal ou végétal qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte d'une autre espèce, de façon permanente ou pendant une phase de son cycle vital. Et selon Wikipédia, Wikipédia, ouais je sais mais prout. C'est une relation biologique durable entre deux êtres vivants d'espèces différentes où l'un des protagonistes, le parasite, tire profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter, se reproduire. Cette relation aura un effet négatif pour l'hôte. Voilà pour les définitions. J'espère que ça va pour vous. Vous voyez, je suis déjà en train de me gratter. Je disais donc qu'on allait parler de la teigne et de la gale. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Comme on dit, plus vite c'est fait, plus vite c'est fait. La teigne fait partie des dermatomycoses. En gros, c'est un champignon cutané qui se trouve sur la peau. Elle se loge principalement dans les poils et dans les griffes. La teigne se manifeste surtout par des plaques de poils manquants, en général de forme circulaire. T'es en train de me mordre le pied! T'as fini! C'est quoi ce rat relou là? La teigne se manifeste par des plaques de poils manquants, en général de forme circulaire, très souvent à la base du cou ou sur le dos. Il n'y a pas forcément de plaies ni de démangeaisons, ça va dépendre des individus. Il y a deux types de teigne, Microsporum canis et Trichophyton mentagrophyte. Ouais c'est ça, Trichophyton mentagrophyte. Oh, c'est dur à dire. Je vous le note là, ça sera plus simple. La teigne se retrouve très souvent chez le chat, surtout des chats d'animalerie, des chats de sauvetage ou encore éventuellement des chats de chatterie. On peut aussi la retrouver chez le chien, mais plus rarement. Concernant les rats, c'est pas non plus ultra commun, quoiqu'on reconnaît quand même plusieurs cas. Surtout chez les rats d'animalerie ou de chez des particuliers un peu douteux. Encore une fois, l'importance de la quarantaine prend donc tout son sens, surtout quand les rats viennent de ce genre d'endroit. Et il ne faut évidemment pas boycotter la quarantaine, même si vos rats viennent d'endroits que vous savez sûrs. Personnellement, je la fais à chaque fois, par précaution. La teigne étant un champignon, la contagion se fait par contact avec l'animal atteint, mais aussi par la propagation des spores dans l'air. Elle est très volatile et étant une zoonose, elle est donc transmissible aux humains et aux autres animaux de la maison. Pour savoir si un rat est vraiment atteint de la teigne, il faut impérativement aller voir le vétérinaire. Visuellement, vous pouvez avoir des doutes avec les éventuels trous de poils ou les démangeaisons, etc. Mais seul le vétérinaire pourra vous dire si c'est réellement ça ou non. Le diagnostic se fait par étude des symptômes visuels, comme ce que je viens de vous dire, puis par une lampe spéciale appelée la lampe de Wood. Il faut savoir que les champignons de la teigne réagissent à la lumière noire, donc en fait quand on passe cette lampe sur un animal atteint, il devient littéralement fluorescent. Ici, j'ai que des photos avec des chats, j'en ai pas du tout trouvé avec des rats, mais le principe reste exactement le même. Ils sont beaux, hein? Et enfin, dernière façon de le savoir et surtout d'en être sûr, c'est de faire une culture fongique, donc une culture des petits champignons. Tout ça permet de déterminer si c'est bien la teigne et surtout de quel type de teigne il s'agit pour pouvoir adapter le traitement. Pour le traitement, il en existe de deux sortes et idéalement, il faut combiner les deux. On a donc le traitement topique et le traitement systémique. J'adore vous donner des mots un peu compliqués, ça donne l'impression que je suis hyper calée dans le sujet. T'as fait POC. Pour faire plus simple, il y a un traitement externe et un traitement interne. En général, pour le traitement externe, on peut retrouver des bains à base de poudre de soufre ou d'énilconazone, ou un traitement sous forme de shampoing utilisé spécialement pour les dermatomycoses. Ce traitement est l'une des rares fois où on pourra faire prendre un bain à son rat et il est surtout très utile pour limiter la propagation de la teigne. Mais il est aussi malheureusement souvent
extrêmement traumatisant pour l'animal. Il faut prendre un bain, être mouillé, manipulé, frotter, sécher, bref, c'est horrible pour eux. Une solution alternative au bain, c'est de mettre le produit dilué selon les prescriptions vétérinaires dans un spray et de pchiter sur le rat tout en le frottant. Ça reste pas agréable, mais c'est quand même moins traumatisant que de se retrouver totalement plongé dans un liquide. Autre traitement externe, on peut retrouver les crèmes, les gels ou les pommades antifongiques à mettre du coup directement sur les plaies ou les trous de poils. Le fait que ce soit un traitement local, il y a un peu moins d'efficacité et très souvent l'animal essaye de s'enlever en l'échouillant cette crème toute beurre que sur son poil. Ce traitement est pas mal pour un complément de traitement et il faudra surtout faire très attention que le rat ne se l'enlève pas. T'es en train de manger mon t-shirt? En traitement interne, j'ai plusieurs agents antifongiques avec des noms à coucher dehors à vous proposer, comme par exemple itraconazole, griséofulvine, kétoconazole et terbinafine. Mais en soi, je peux pas vraiment vous dire lequel est le mieux, le plus adapté, le plus efficace, tout ça faudra le voir avec votre veto. Le principal, c'est que le traitement soit sur la durée, c'est-à-dire au minimum 6 semaines de traitement, et surtout qu'il soit poursuivi 2 à 4 semaines après la disparition des symptômes physiques, histoire d'être sûr et certain que ce petit champignon soit éradiqué. Certains sites disent 4 à 6 mois, d'autres disent un peu moins, et dans tous les cas, le traitement est très long. L'un des points les plus importants, c'est de tout nettoyer et de tout désinfecter, ainsi que de traiter tout le monde. Comme je le disais, la teigne est une zoonose, donc transmissible aux autres animaux et aux humains. Concernant le traitement en lui-même, le veto vous donnera ce qu'il faut, et pour vous, il faudra faire extrêmement attention à très régulièrement vous laver les mains, faire très attention à ce que vous touchez et tripotez. La contamination se fait très facilement et rapidement, c'est-à-dire par contact. Si vous avez des spores sur les mains, boum, une poignée de porte, un objet, un animal, vous pouvez tout contaminer. On désinfecte tous les accessoires de la cage, tous les tissus, les lieux de vie des animaux, partout où ils peuvent avoir été en contact. On lave à haute température tout ce qu'on peut laver, et si c'est pas possible, il faudra éventuellement jeter. Je sais pas du tout si avec la teigne, la technique du congélateur fonctionne. Peut-être à voir avec un professionnel, je sais pas. Il faudra donc être très vigilant, passer l'aspirateur très régulièrement et de partout, utiliser des produits spécifiques tout en faisant attention à la vapeur et à la toxicité de certains produits suivant les animaux que vous avez à la maison. Les spores sont difficiles à éliminer mais pas impossibles. Il faudra vraiment être patient et rigoureux. Vous pouvez utiliser les balais vapeur pour vous aider, c'est assez efficace. Si vous vous retrouvez contaminé, vous aurez vous aussi des plaies de forme ronde, souvent rougeâtres ou un peu grisonnantes, éventuellement des trous de poils qui peuvent démanger ou non. Dans tous les cas, il faudra absolument vous rendre chez un dermatologue qui vous donnera le traitement adéquat et qui vous expliquera tout comment faire pour se sortir de cette galère. Bref, encore une fois, c'est une vraie saleté et j'espère ne jamais avoir affaire à ce genre de problème. Je serai vraiment en PLS. Un truc ultra important, et j'ai été extrêmement étonnée de voir cette recommandation sur vraiment plusieurs sites, c'est la précision de ne pas euthanasier ou abandonner son animal atteint de teigne. Sur au moins 3 sites, j'ai lu l'euthanasie ou l'abandon n'est pas utile. Dans tous les cas, la teigne est déjà dans l'air et ça se soigne. Du coup, je vous mets en garde aussi, n'abandonnez pas ou n'euthanasiez pas votre animal atteint de teigne. S'il vous plaît, c'est ultra chiant, mais c'est pas grave, ça se soigne. C'est très long, mais ça se soigne. Soyez quand même bien vigilants et au moindre petit doute, go vétérinaire. Bon, après la teigne, on passe à la gale. J'ai hâte. La gale chez le rat est une dermite, donc une infection de la peau qu'on peut apparenter à de l'eczéma. Elle est causée par un parasite microscopique qui se loge et vit sous la peau. Il y creuse des galeries et pond ses œufs, ce qui provoque des démangeaisons assez insoutenables. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. On la connaît souvent chez l'homme et souvent quand on annonce avoir la gale, c'est un peu la panique. Il ne faut toucher personne, il faut se laver les mains tout le temps, il faut rester dans son coin, se badigeonner de crème, bref, une vraie galère. Pendant mes recherches, j'ai découvert qu'il existe 2 formes de gale chez le rat. La gale notoédrique, autrement dit la gale des oreilles, qui est quand même la plus connue et celle que je connaissais moi aussi. Et la gale sarcoptique, autrement dit la gale de la peau. Les 2 gales ont des manifestations bien distinctes, ce qui permet donc de les différencier. Elles ne sont pas causées tout à fait par le même parasite, mais en soi, ça reste quand même tous les 2 des acariens. La gale notoédrique est causée par l'acarien Notodress muris, qui a cette sale tronche.
C'est donc la gale des oreilles qui, comme son nom l'indique, se manifeste principalement sur les oreilles. Mais pas que. Cette gale se manifeste par des sortes de boutons et de croûtes au niveau donc des oreilles, mais aussi du nez et de la queue. Elle peut même faire des espèces d'excroissance au niveau du nez, ce qui vaut pour ces rats à qui ça arrive le surnom de ralicorne. Et même si le nom est assez drôle et mignon, en réalité c'est vraiment pas top comme truc. Elle peut provoquer des démangeaisons et des plaies plus ou moins importantes. Si elle n'est pas traitée à temps et comme il faut, elle ronge littéralement l'animal, ce qui conduit parfois à ce que les oreilles se retrouvent carrément grignotées, donc des morceaux d'oreilles manquants. Vous voyez là, il y a tilt dans le dodo, elle fait dodo justement, c'est trop mignon. La gale sarcoptique, elle, est provoquée par l'acarien Sarcopte anacanthos, qui est spécifique au rat. En gros, l'équivalent de Sarcopte scabei, je sais pas comment on le dit, mais vous l'avez écrit ici, pour nous les humains. Et c'est donc la gale de la peau. Elle se manifeste par des croûtes brunasses ainsi que des dépilations irrégulières et plutôt étendues. On ne remarque pas de lésions ou boutons sur les oreilles, sur le nez ou sur la queue, contrairement à la gale notohédrique. J'ai trouvé un article très intéressant qui date de 1946. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est quoi cette fille qui nous donne des articles toujours super vieux, etc. En vrai, je suis d'accord, c'est assez ancien, du coup, bon, les méthodes ont beaucoup changé, mais je trouve que c'est quand même super intéressant et c'est bien expliqué, mine de rien. Cet article donc parle de la découverte de la gale de la peau. Il nous décrit donc les différences entre la gale notohédrique et la gale sarcoptique chez le rat. Encore une fois, c'est un vieil article, donc les méthodes utilisées s'apparentent totalement à de la maltraitance, ça je suis totalement d'accord. Mais je trouve quand même que ça reste super important et intéressant de voir comment les choses ont été découvertes et comment elles ont évolué. Par exemple, sur l'article, il y a des photos de l'évolution de la gale sarcoptique chez plusieurs rats décédés. On remarque bien que c'est vraiment la peau du dos, la peau de l'animal qui a été attaqué, mais que les oreilles restent totalement intactes. Il y a aussi cette photo dans l'article aussi qui montre un rat décédé de la gale sarcoptique où on voit plutôt clairement que c'est sa peau, ses poils qui ont été rongés par la gale alors que ses oreilles sont encore en pleine forme. Je me permets de mettre ces photos parce que c'est un vieil article, donc les photos sont pas de super bonne qualité, donc je les trouve quand même moins choquantes. La gale animale est à la fois contagieuse et en même temps pas vraiment. En gros, si l'animal est vraiment et extrêmement infesté par la gale, elle peut migrer sur l'humain ou sur un autre animal et peut provoquer des lésions, des boutons, des démangeaisons. La gale humaine et la gale animale ne provoquent pas vraiment les symptômes au même endroit. La gale humaine se manifeste surtout au niveau du bas-ventre, de la paume des mains, la plante des pieds, l'intérieur des coudes ou des genoux et parfois au niveau des aisselles. La gale animale sur les humains se manifeste surtout sur les zones qui ont été en contact avec l'animal, donc très souvent les avant-bras et avec les rats particulièrement au niveau éventuellement du cou parce que c'est là où le rat généralement se blottille et fait dodo contre vous. La contagion reste quand même assez rare et il faut vraiment que l'animal soit infesté, que vous vous colliez à lui faire des bisous et des papouilles avec un contact prolongé, que vous vous frottiez comme ça avec lui. L'acarien de la gale animale ne peut pas vivre et se reproduire sur l'humain. Donc très souvent, si l'humain est contaminé par la gale du rat, il aura quelques boutons, quelques manifestations de la gale, mais la gale mourra en fait directement sur lui sans forcément avoir besoin de traitement. Évidemment, il faudra quand même éliminer le parasite directement sur le rat. On est bien d'accord? En revanche, chez le rat, c'est extrêmement contagieux. Quand un rat de votre troupe déclare une gale, il faut traiter absolument tout le monde et assez rapidement pour éviter une propagation et surtout une aggravation de la maladie. Pour savoir s'il s'agit bien de la gale, il faudra, roulement de tambour, je suis sûre que vous le savez, faire un tour chez le vétérinaire pour qu'il fasse donc un petit prélèvement de peau en gratouillant la peau de ces petites bestioles et en la faisant analyser. Du coup, concernant le traitement, c'est assez simple. C'est tout simplement un traitement antiparasitaire à base de sélamectine. Le plus connu, c'est le Stronghold. 1 à 2 gouttes selon le poids de l'animal entre les omoplates. Et on refait la même chose 8-10 jours après. Évidemment, comme pour n'importe quel parasite, on pense bien à tout laver, tout désinfecter. La cage, les tissus, les accessoires, le lieu de vie, le lieu de sortie. La gale est moins relou que la teigne, mais elle est quand même pas à prendre à la légère. Ça reste quand même un parasite assez
assez invasif et qui affaiblit les rats qui sont atteints. Comme pour les poux, les puces, la teigne, vous pouvez utiliser un balai vapeur pour vous aider à tout nettoyer. Pour les sols, les tapis, les canapés, etc. Dans tous les cas, la gale et la teigne sont de vraies saletés et il faut absolument traiter pour les éradiquer. Pour le bien de vos petites boules de poils et aussi pour le vôtre accessoirement. C'est ok pour vous? Je vous fais un petit résumé? La teigne est un champignon qui s'attrape par contact avec un animal déjà contaminé. Elle est transmissible à l'homme et aux autres animaux et elle est franchement relou à soigner. Elle se manifeste par des dépilations, donc un manque de poils, très souvent de forme circulaire. Elles peuvent être rougeâtres ou grisonnantes. Elle peut s'accompagner de plaies et de démangeaisons. Le traitement est long et fastidieux, mais possible. Il faudra être rigoureux et n'oublier aucun recoin. Il faut absolument traiter tout le monde sans exception et surtout le faire sur la durée. Le traitement devra continuer malgré l'absence de symptômes visibles. La teigne est l'une des rares fois où on pourra donner un bain à son rat, mais il faudra quand même faire extrêmement attention au stress et à ce qu'il ne prenne pas froid. Tout devra être nettoyé, désinfecté très régulièrement. Vous pouvez utiliser un balai vapeur pour vous aider dans cette dure tâche. Et n'hésitez pas à laver à haute température tout ce que vous pouvez. Attention, je vous l'ai déjà dit, c'est une zoonose, donc il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. La gale est un peu plus cool, quoique quand même assez relou. C'est un petit acarien qui se loge et qui vit sous votre peau. Chez le rat, on en retrouve de deux sortes, la gale des oreilles et la gale de la peau. Les gales sont spécifiques à l'espèce, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas se transmettre d'une espèce à l'autre. Il faudra quand même être vigilant et faire attention aux endroits où l'animal contaminé se balade pour ne pas transférer la gale et qu'ensuite il se retrouve de nouveau contaminé malgré le traitement. La gale des oreilles se manifeste par des petits boutons et des croûtes au niveau des oreilles, de la queue et du museau. Celle de la peau est surtout connue pour ses grandes croûtes qui s'étendent au niveau du corps, sans pour autant toucher aux zones spécifiques à la gale des oreilles. Le traitement se fait avec un antiparasitaire donné par le vétérinaire. Étant très contagieuse d'un rat à l'autre, il est impératif de traiter toute la troupe dès les premiers signes. La cage et l'environnement devront aussi être traités très soigneusement. Pour les deux parasites, il est très important de traiter rapidement et correctement pour éviter une propagation qui pourrait être dangereuse pour la santé de vos animaux. Si la contamination est trop forte, elle peut affaiblir vos rats et ça peut malheureusement mal se terminer. Dès les premiers signes, n'hésitez pas à faire un tour chez le vétérinaire. Et voilà, c'est tout pour ce sujet. Ça y est, c'est fini. Wouhou. Je sais toujours pas si je vais avoir le courage de faire sur les parasites internes, mais pour le moment, je pense qu'on va faire une petite pause sur les parasites. Ok? Bon, et bien c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Alors, la teigne se manifeste. Il y a deux types de teigne. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit la teigne ou la gale? Mince. Donc je recommence. Ouh, j'ai failli t'écraser encore. T'as arrêté de sous mes fesses. En général, pour le traitement externe, on peut retrouver des bains à base... Super. Fil de là. Elle est causée par un petit... Elle est... J'arrive pas à le dire. Elle est causée par un... Par un quoi? Sans pour autant...